Il avait Release Me. Tom avait It's Not Unusual. Ils ont dominé la même époque, partagé le même manager et ont même été témoins au mariage l'un de l'autre. Mais quelque part entre 1967 et aujourd'hui, quelque chose a terriblement mal tourné. Engelbert Humperdinck et Tom Jones sont devenus des ennemis jurés et aucun des deux n'a jamais vraiment expliqué pourquoi. Puis est arrivée l'année 2024. D'abord, Engelbert a lancé une pique acerbe sur la voix de Tom. Quelques semaines plus tard, Tom a riposté par une insulte si violente qu'elle a fait la une des médias du monde entier. C'est un canard. Et vous pouvez me citer. Après des décennies de rumeurs à propos de femmes, de favoritisme, de trahison, les fans se sont demandé « Que s'est-il vraiment passé ?» Aujourd'hui, à 89 ans, Engelbert répond enfin. Et ce qu'il dit change tout. La querelle qui ne meurt jamais. À ce stade, ce qui avait commencé comme une rivalité professionnelle est devenu l'un des conflits les plus durables et les plus acrimonieux de la musique moderne, s'étendant sur près de 60 ans. Elle s'est ravivée en 2024 lorsque Sir Tom Jones, aujourd'hui âgé de 83 ans, a livré une déclaration sans filtre au Sun on Sunday. Il n'y a rien d'amical entre moi et Engelbert parce que c'est un CNard, et vous pouvez me citer. Il a ajouté « Nous nous sommes brouillés il y a des années. Il a essayé, mais je ne veux pas lui parler. » Cette remarque a choqué même les observateurs de longue date de leur relation tendue, tant par sa brutalité que par l'absence totale de ton conciliant. Les origines de la querelle remontent aux années 1960, lorsque les deux hommes étaient managés par Gordon Mills au sein de MAM Management. Mills avait découvert Tom Jones et l'avait propulsé vers la célébrité avec des succès comme It's Not Unusual et Delilah. Lorsque Mills a pris en charge Arnold Dorsey, bientôt rebaptisé Engelbert Humperdinck, l'équipe de management a appliqué la même formule. Relooking, apparitions télévisées, tournées internationales. Toutefois, l'émergence d'Engelbert en 1967 avec Release Me est intervenue quelques mois seulement après la percée de Tom, entraînant des comparaisons immédiates et gênantes. Malgré leur succès, Engelbert a longtemps laissé entendre que Mills favorisait Tom, qui, comme Mills, était gallois, tandis que lui, anglais d'origine indienne, se sentait souvent relégué au second plan. « Je n'ai pas eu les chansons de James Bond, je n'ai pas eu les projets hollywoodiens, j'ai eu Las Vegas », a déclaré Engelbert lors d'une interview à la BBC Radio en 2009. Et ça va. Mais ce n'était pas égal. Leur relation personnelle s'est encore détériorée dans les années 1970, alimentée par des rumeurs et des récits non vérifiés. L'un des incidents les plus persistants provient de l'écrivaine et ancienne compagne de Tom Jones, Charlotte Laws, qui a affirmé dans ses mémoires Undercover débutante qu'Engelbert se serait exhibé lors d'une visite en coulisses en 1979. Engelbert a catégoriquement nié cette accusation à plusieurs reprises, la qualifiant de fabrication et de tentative d'humiliation. Jones n'a jamais commenté publiquement cet épisode, mais son silence, en particulier face aux démentis d'Engelbert, a souvent été interprété comme la reconnaissance tacite d'une tension sous-jacente. Au fil des décennies, la distance professionnelle est devenue personnelle. Ils n'ont jamais été programmés sur la même affiche. Aucune interview conjointe, aucun duo, aucune apparition commune, même lors de cérémonies de récompense ou de rétrospectives à Las Vegas où chacun était honoré séparément. Selon des sources de tournée, promoteurs et agents devaient souvent composer avec des clauses garantissant qu'ils ne seraient pas programmés au même événement ou dans le même hôtel. En 2016, après la mort de Linda, l'épouse de Tom, des suites d'un cancer, Engelbert aurait envoyé une lettre manuscrite de condoléances. « Je n'ai jamais reçu de réponse », a confirmé Engelbert en 2024 lors d'un entretien avec The Mirror. Mais je le pensais sincèrement. Je ne garde plus rancune. La vie est trop courte. Je lui souhaite la paix. Malgré cela,
Aucun geste public de réconciliation n'a suivi. Et la déclaration de Tom en 2024 n'a fait qu'approfondir le fossé, suggérant que ce qui s'était passé entre eux dépassait largement la carrière ou la compétition. La querelle publique entre Engelbert Humperdinck et Tom Jones a atteint un nouveau sommet au début de 2024 lors d'une apparition en direct sur Radio 2 Belgique, lorsqu'on a demandé à Engelbert s'il suivait encore les performances de Tom. Sa réponse a été directe. « Je pense qu'il a perdu sa voix. Je ne pense pas qu'il l'ait encore. » Bien que ce ne soit pas la première fois qu'Engelbert commentait le déclin vocal du chanteur gallois, il avait déjà évoqué en 2017, lors d'une interview néerlandaise, certains artistes qui s'appuient trop sur des bandes d'accompagnement. Cette déclaration était inhabituellement franche et est rapidement devenue virale dans les tabloïds britanniques et européens. Tom Jones, connu pour sa présence scénique explosive et sa voix puissante jusque dans ses 80 ans, a répondu non pas en défendant son art, mais par une attaque personnelle qui a choqué de nombreux fans de longue date. S'exprimant dans The Guardian Weekend quelques semaines plus tard, Jones a balayé toute comparaison musicale et a déclaré « Je n'ai pas besoin de m'expliquer devant quelqu'un comme lui. » Il a poursuivi « Nous ne sommes pas amis. Nous ne le sommes plus depuis très longtemps. Et c'est un choix. » Cet échange a ravivé le débat parmi les fans sur les véritables origines de leur animosité. Tandis que certains continuèrent d'évoquer les tensions concurrentielles sous la gestion de Gordon Mills ou des rumeurs de jalousie amoureuse, Engelbert a livré un rare commentaire public lors d'une interview en 2024 avec RTL Luxembourg. Ce n'était pas une question de femme, ce n'était pas une question de classement, c'était quelque chose de plus profond. Et franchement, je ne pense toujours pas que ce soit l'affaire de qui que ce soit. Ce refus d'entrer dans les détails n'a fait qu'alimenter les spéculations. Des sources de l'industrie issues de l'époque MAM Management ont discrètement évoqué un différend financier concernant les royalties internationales à la fin des années 1970, tandis que d'autres affirment que la rupture définitive serait survenue après une altercation privée en coulisses lors d'un événement professionnel en 1981 à Monte-Carlo. Un incident que les deux artistes ont toujours refusé de reconnaître. Malgré tout, Engelbert conserve une posture publique apaisée. Lors d'une apparition en podcast en avril 2025 sur Golden Legends, il a déclaré « Je ne déteste personne, pas même Tom. J'ai vécu trop longtemps pour porter ce poids. » Mais alors même qu'il prônait le pardon, sa remarque finale sur Jones faisait écho à ses critiques précédentes. « Il est toujours là, oui, mais vocalement? Je pense que ce n'est plus ça. L'âge finit par nous rattraper tous. » Cette remarque apparemment anodine a ravivé l'attention des médias et confirmé ce que les critiques soupçonnaient depuis des années, que si la querelle date de plusieurs décennies, ces braises émotionnelles ne se sont jamais complètement éteintes. D'Arnold Dorsey à Engelbert. Avant les querelles publiques et les gros titres des tabloïds, les débuts d'Engelbert Humperdinck furent marqués par des luttes silencieuses et une quasi-obscurité. Né Arnold George Dorsey en 1936 à Madras, dans l'Inde britannique, il était l'un des 10 enfants d'une famille de l'armée britannique. En 1946, la famille s'installa à Leicester, en Angleterre, où le jeune Arnold développa une passion pour la musique, d'abord par le saxophone, puis progressivement comme chanteur. À cette époque, son nom de scène était Jerry Dorsey, et il passa une grande partie des années 1950 et du début des années 1960 à se produire dans de petits clubs, jouant souvent plusieurs sets par nuit pour une rémunération modeste. Mais son parcours fut sans cesse interrompu. En 1961, on lui diagnostiqua la tuberculose, un revers dévastateur qui l'écarta de la scène pendant près d'1 an. La maladie endommagea gravement ses poumons et réduisit temporairement sa voix au silence. Un coup dur pour un jeune chanteur cherchant à se faire un nom.
Lorsqu'il se rétablit et reprit les concerts, l'élan qu'il avait construit s'était presque entièrement dissipé et il dut tout recommencer à zéro. Le tournant survint en 1965 lorsqu'il renoua avec Gordon Mills, un ancien colocataire qui venait de commencer à gérer Tom Jones. Mills était convaincu qu'Arnold n'avait pas seulement besoin d'un nouveau nom, mais d'une réinvention totale. S'inspirant d'un disque vinyle posé près de sa platine, un album classique du compositeur allemand du XIXe siècle, Engelbert Humperdinck, Mills proposa ce nom de scène audacieux. Arnold accepta. Aussi étrange que cela paraisse, le nom s'imposa. Il était mémorable, théâtral et impossible à ignorer. Un an plus tard seulement, en 1966, Engelbert enregistra Release Me. Le single sortit discrètement, mais son impact fut sismique. Au début de 1967, la chanson grimpa dans les classements, atteignant finalement la première place au Royaume-Uni où elle resta 6 semaines consécutives, empêchant notamment le double face A des Beatles, Strawberry Fields Forever, Penny Lane, d'atteindre le sommet. Release Me passa 56 semaines dans les charts et devint le single le plus vendu de l'année. À son apogée, il se vendait, selon certaines sources, à plus de 85 000 exemplaires par jour. Ce n'était pas seulement un succès, c'était un moment culturel. Avec ses ballades amples, son style vocal dramatique et son allure de star de cinéma, Engelbert se retrouva soudain sur la scène mondiale. Il enchaîna Release Me avec des succès consécutifs comme There Goes My Everything, The Last Waltz et A Man Without Love. Sa base de fans, en particulier féminine, grandit rapidement, se baptisant les Humperdinkers. Aux États-Unis, il devint une figure incontournable de Las Vegas, assurant des résidences pouvant atteindre 300 concerts par an, gagnant des millions et construisant un public international fidèle. Malgré ce succès, Engelbert a toujours été conscient, et légèrement réticent, face à l'étiquette qu'on lui collait. « On m'appelle un crooner », disait-il dans une interview. Mais aucun crooner n'a l'étendue vocale que j'ai. Je peux atteindre des notes qu'aucune banque ne pourrait encaisser. Il voulait être perçu non seulement comme un chanteur romantique de ballades, mais comme un interprète contemporain stylisé, doté d'une grande précision technique et d'une réelle maîtrise vocale. Pourtant, derrière l'image et les distinctions, un thème revenait sans cesse: les occasions manquées. Engelbert a répété à plusieurs reprises qu'on lui avait initialement proposé Strangers in the Night, la chanson de Bert Kaempfert, qui deviendrait un titre emblématique de Frank Sinatra. Engelbert avait même enregistré une version de démonstration. Mais selon lui, Gordon Mills remit la chanson à Sinatra, prétendument en échange d'argent. C'était un numéro un assuré, confia-t-il des années plus tard. Je le savais, je la voulais. Mais on m'a dit que je ne pouvais pas l'avoir, parce que Sinatra la voulait. Ce ne fut pas la seule déception. Au début des années 1970, plusieurs studios hollywoodiens approchèrent Engelbert pour des rôles potentiels au cinéma qui auraient pu l'introduire auprès d'un public plus large que celui de la musique. Mais Mills aurait décliné ses offres, sans même le consulter. Il ne voulait pas que je sois bloqué dans un studio pendant 6 mois, expliqua Engelbert. C'était du temps loin des tournées, du temps loin des revenus. Il prenait ses décisions à ma place. Des décennies plus tard, le schéma se répéta. En 2010, lorsque Damon Albarn de Gorillaz tenta de contacter Engelbert pour le faire participer à un morceau de l'album Plastic Beach, l'opportunité n'atteignit jamais le chanteur. Son manager de l'époque refusa l'offre sans l'en informer. Engelbert fut furieux. « C'était l'une des plus grandes occasions manquées de ma vie », dira-t-il plus tard. « Ils ne m'ont même pas demandé. » Avec le temps, les frustrations s'accumulèrent. Le même manager qui avait autrefois sauvé sa carrière était devenu un gardien qui fermait autant de portes qu'il en ouvrait. Engelbert rompit finalement avec Mills en 1977. Une décision qui lui coûta cher financièrement, émotionnellement et professionnellement.
Mills, qui gérait également Tom Jones et Gilbert O'Sullivan, mourut en 1986. Bien qu'Engelbert parle rarement de Mills avec amertume aujourd'hui, il est évident que le fait d'avoir été placé pendant des années dans l'ombre de Tom, malgré des ventes de disques comparables, a laissé une blessure durable. Et cette émotion complexe transparaît parfois dans la manière dont il évoque son ancien compagnon de label. J'admirais Elvis, Sinatra. Dean Martin était mon préféré, a-t-il dit un jour. Mais Tom, je respecte son talent. C'est l'un des plus grands chanteurs de tous les temps, même si nous ne sommes pas amis. Amour, perte et la mort qui a tout changé. Derrière les paillettes et les projecteurs, le monde d'Engelbert Humperdinck reposait sur une constante, Patricia Healy. Ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit à Lexter au début des années 60, bien avant la célébrité, et se sont mariés en 1964. Ensemble, ils ont élevé 4 enfants, Scott, Jason, Louise et Bradley, partageant leur vie entre des maisons au Royaume-Uni et à Los Angeles. Malgré des décennies passées sur les routes, les tentations de la célébrité et des procès en paternité très médiatisés dans les années 1970 et 1980, Patricia est restée son épouse, sa confidente et son repère. En interview, Engelbert reconnaissait souvent ne pas avoir été parfait. « Elle aurait pu tapisser la maison avec les assignations », plaisantait-il un jour. Mais elle est restée. Et lui n'a jamais cessé de l'appeler l'amour de sa vie. Puis est venu le silence. En 2011, Patricia a été diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer, un voleur cruel et insidieux de mémoire et d'identité. Engelbert n'en a d'abord pas parlé. Mais peu à peu, à mesure que l'état de Patricia se dégradait, il a commencé à s'ouvrir. « Ça a tout changé », confia-t-il à une interview en 2017. Elle m'accompagnait en tournée, à chaque ville, et soudain elle ne pouvait plus suivre. Elle oubliait les chansons, puis les noms, puis moi. C'est alors qu'il a commencé à lui dédier ses concerts, mêlant son chagrin à chaque parole. Je chantais différemment, disait-il, avec plus de douleur. Chaque ligne de The Way It Used to Be ressemblait à une confession personnelle. Mais le véritable coup est arrivé au début de 2021. En pleine pandémie de Covid-19, Engelbert et Patricia ont tous deux été testés positifs. Ils ont été hospitalisés ensemble à Los Angeles. Lui s'en est sorti. Elle, non. Le 5 février 2021, Patricia est décédée. Les gens ont cru que c'était Alzheimer, a-t-il précisé plus tard. Mais c'était le Covid, ou plutôt les dégâts qu'il a causés à son cœur, déjà si fragile. Il a décrit sa disparition comme calme, paisible, entouré de la famille. Ils ont prié pour elle. Ils l'ont bénie avec de l'eau de Lourdes. Elle est partie doucement, a-t-il dit, comme si elle attendait la permission. Le chagrin l'a vidé de l'intérieur. Il ne supportait plus les souvenirs dans leur manoir de Bel Air, le célèbre Pink Palace, une ancienne demeure de célébrité de 40 pièces, avec piscine en forme de cœur, autrefois propriété de Jayne Mansfield. Elle aimait cette maison, disait-il. Elle en avait fait un foyer, mais après sa mort, je ne pouvais plus y respirer. Il l'a donc vendue en 2022 et a réduit la voilure. Aujourd'hui, il partage son temps entre des propriétés louées à Los Angeles et la maison familiale de Leicester, une demeure que Patricia adorait pour ses vastes jardins et son charme anglais. Elle avait une parcelle du jardin réservée à la princesse Diana, souriait-il un jour. Elle s'en occupait elle-même. Cet endroit, on dirait encore qu'elle y est. Ces dernières années, Engelbert s'est beaucoup appuyé sur sa fille Louise. C'est elle qui l'a accompagné en 2025 à une projection privée de My Mom Jane, le documentaire sur Jayne Mansfield, la femme qui s'était assise sur les genoux d'Engelbert dans une boîte de nuit enfumée de Los Angeles en 1967. Mais cette fois, le passé ne brillait pas. Il faisait mal. Ce piano dans le film, il était à moi, a-t-il révélé après la projection.
Il appartenait à Gershwin. Mansfield l'avait. Je l'ai acheté à sa succession après sa mort. Et l'an dernier, je l'ai rendu à sa fille, Mariska. Je ne voulais pas le vendre, mais j'ai senti que le moment était venu. Ce geste, disait-il, relevait du fait de rendre quelque chose. Mais pour ceux qui l'écoutaient ce soir-là, les épaules un peu plus voûtées, la voix un peu plus lente, cela semblait aller au-delà. On avait l'impression d'un homme qui confiait ses souvenirs, pas amer, pas brisé, juste fatigué, toujours en deuil, toujours en train d'essayer de porter la musique, même si l'amour de sa vie ne subsiste plus que dans des paroles et des jardins. Dernière tournée, dernier mot. En 2026, Engelbert Humperdinck défie une fois de plus les attentes et les pronostics médicaux. À 89 ans, il est de retour sur les routes avec ce qu'il avait d'abord baptisé The Last Waltz Tour, un clin d'œil à son classique de 1967. Mais malgré cette appellation d'adieu, il a déjà laissé entendre qu'elle était peut-être prématurée. « Je pensais avoir fini », a-t-il confié au Times. « Mais la scène m'appelle encore. Ce n'est pas la dernière valse. Pas encore. » Son niveau d'énergie, bien que naturellement plus modeste que durant ses années fastes à Las Vegas, reste impressionnant. S'il ne chevauche plus sa Harley-Davidson customisée, emblème de sa persona hors scène dans les années 1980 et 1990, il demeure physiquement actif, avec des marches quotidiennes et des échauffements vocaux. Il s'est aussi mis aux réseaux sociaux, ses vidéos TikTok, souvent gérées avec l'aide de sa fille Louise, cumulent des millions de vues. En 2025, un extrait de lui chantant « A Man Without Love » est devenu viral après son utilisation dans Moon Knight, attirant une nouvelle génération de fans. Des dates de tournée aux États-Unis, au Canada et dans certaines régions d'Europe sont annoncées jusqu'à fin 2026, plusieurs affichant déjà complet, preuve de sa longévité et de la fidélité de son public. Son groupe actuel, composé en grande partie de musiciens plus jeunes, salue son endurance. Il assure un set d'1h30, sans bande, tout en direct, explique le directeur musical Steve Rawlins. C'est irréel. Et aujourd'hui, alors qu'il interprète ses vieilles ballades devant des publics qui se souviennent, et parfois devant des foules qui le découvrent pour la première fois, les aspérités semblent s'être adoucies. La rivalité ne disparaîtra peut-être jamais complètement, mais pour Engelbert, il ne s'agit plus de gagner. Il s'agit de se souvenir, et peut-être de pardonner. « J'ai beaucoup perdu, dit-il, mais je n'ai pas perdu la musique. » Et c'est peut-être ce qui rend ce moment encore plus poignant. À 89 ans, Engelbert Humperdinck ne court plus après les tubes ni ne règle de vieux comptes. Il se tient seul sous les projecteurs, sans rien à prouver, seulement des souvenirs à honorer, des regrets à relâcher, et une voix qui porte encore tout ce poids. Ce qu'il a finalement admis ne concernait pas seulement Tom, ni la célébrité, ni même le passé. C'était une question d'amour, de perte, et du courage discret qu'il faut pour lâcher prise. Mais des questions demeurent. Pourquoi Gordon Mills a-t-il propulsé Tom sous les feux de la rampe, tandis qu'Engelbert attendait dans les coulisses? Était-ce du favoritisme, ou quelque chose de plus profond? Et que s'est-il réellement passé entre eux dans les années 1970, qu'Engelbert refuse encore d'évoquer? Nous voulons connaître votre avis. Partagez vos théories en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres histoires inédites des légendes les plus complexes de la musique. Celle-ci n'est pas encore terminée.